Bonjour les formateurs, cette vidéo pour vous présenter le menu comparatif d'Iplouf. Vous avez déjà pris en main Iplouf et vous voulez accéder au menu comparatif. Ce menu comparatif, sur le menu principal, vous avez la petite icône, vous cliquez dessus, vous allez charger dans la base de plongée, évidemment la plongée qui servira de support à votre cours. Cliquez sur comparatif et vous arrivez sur un écran. Nous n'allons pas aujourd'hui voir un cours en mode comparatif, mais bien les affichages qui vous permettront d'être le support de votre cours en mode comparatif. Donc, c'est à vous, à travers les explications, de décider ce que vous montrerez à vos élèves à travers ce menu. Alors, commençons partie par partie. Complètement en haut à gauche, nous avons des courbes profil de plongée. Vous voyez que là, vous avez deux courbes de plongée successives qui apparaissent. Ces courbes, vous pouvez choisir de les zoomer et les dézoomer comme au menu essentiel. Exactement pareil, vous prenez la fonction zoom et vous décidez de zoomer ou dézoomer, mettre plus ou moins de temps d'affichage sur la courbe profil de plongée. Voici si je zoome. J'ai décidé de zoomer sur la première plongée et ça me permet de parler à mes élèves sur une courbe beaucoup plus lisible. Cela dépend de ce que j'ai à donner comme explication. Sur cette courbe profil de plongée, qu'est-ce que je vois? Je vois un plongeur 1, un plongeur 2. Le plongeur 1 s'appelle plongeur, le plongeur 2 s'appelle plongeur 2. Des courbes qui font le profil de la plongée qu'ils vont réaliser et qui sont le fruit de ce que vous avez paramétré minute par minute dans votre base de plongée. Quand vous allez faire avancer minute par minute votre plongée, vous verrez vos plongeurs qui évoluent. Évidemment, si vous avez mis des profils de plongée différents pour le plongeur 1 et le plongeur 2, les deux courbes seront séparées, elles sont de couleurs différentes, une bleu clair, l'autre bleu foncé, et les plongeurs apparaîtront chacun sur leur courbe. Là, ils font une plongée en palanquée, donc les deux courbes se superposent à très peu de détails près. Vous voyez que là, il y a une différence, un écart, et donc une couleur ici, une couleur là. Et les deux plongeurs sont à une profondeur très similaire, donc les points se superposent. Vos élèves, tout au long de la formation que vous leur donnerez, pourront visualiser pour chacun des plongeurs sa position sur sa courbe de profil. Puis, vous avez associé la courbe pointillée verte. Cette courbe pointillée verte vous sert à savoir, à quantifier par rapport à l'échelle sur la droite du graphique, à quantifier la durée sans décompression, donc le temps hors décompression, qui évidemment, dès que les paliers apparaîtront, sera à 0 et en dessous. En dessous, n'existant pas. Puis vous avez une courbe pleine, verte aussi. Cette courbe pleine est la courbe qui montre l'évolution de la DTR tout au long de la plongée. Donc, vos élèves, si vous voulez leur passer des messages au sujet de l'évolution de la DTR, suivant les profondeurs, suivant la saturation de leur tissu, de leur compartiment, vous pouvez vous appuyer sur cette courbe. Voici pour la courbe profil de plongée. Maintenant, reprenons la partie ordinateur. La partie ordinateur sont les mêmes ordinateurs rectangulaires que vous aviez au mode essentiel, calibrés à 10h00 à l'instant 0 pour vous permettre de faire des calculs simples sur le temps qui est passé par rapport à l'heure de départ. Évidemment, à 13h, il sera passé 3 heures par rapport à 10h00. Comme nous sommes en surface et que nous n'avons pas encore commencé la plongée, il n'y a pas de temps de saturation. Les informations sont donc minimalistes, comme sur un ordinateur, non. Dès que vous allez commencer les plongées, vous verrez apparaître des profondeurs maxi, des profondeurs instantanées, un temps sans décompression, marqué hors deck, s'il n'y a pas de décompression, une vitesse de descente avec le signe moins quand on est en descente, avec le signe plus quand on sera en remontée, la durée de plongée, et une barre de saturation qui va évoluer au fur et à mesure que les tissus vont se saturer. Faisons évoluer le temps. Vous voyez que les temps sans décompression chutent. Vous voyez que dès que l'on remonte et qu'on atteint une profondeur maxi,
la profondeur maxi reste bien mémorisée, la profondeur instantanée apparaît évidemment en gros. Et aussitôt que vous rentrez sur une saturation qui nécessite un palier, vous voyez apparaître le palier, sa profondeur et la durée de remontée associée. Ceci est valable pour les deux plongeurs. Un palier, une durée de remontée associée. Le temps de plongée qui évolue. Lorsque vous continuez, vous allez voir évoluer les choses. Vous voyez, le palier 6 mètres vient d'apparaître, la durée de remontée évolue aussi en conséquence. Puis, en remontée, eh bien, vous allez avoir un affichage de valeur positive sur la vitesse de remontée, plus un bar graphe sur le côté qui va vous mettre par rapport à la ligne présente si on est dans la zone de la vitesse normale ou en survitesse. Je vous rappelle que Iplouf est paramétré pour une vitesse de 12 mètres minutes. Au-delà, on est en vitesse rapide. 6 mètres minutes pour la zone de 6 mètres à la surface. Bien. Continuons à faire évoluer mes plongeurs. Il vous indique, quand vous rentrez dans la zone proche des paliers, que vous devez faire un palier à 3 mètres, mais que vous devez remonter un petit peu. Vous remontez, vous vous calez dans la zone des 3,50 m à 2,50 m, c'est-à-dire un écart de 50 cm accepté autour des 3 mètres. Il vous indique à travers les deux icônes vers le bas, vers le haut, que vous êtes à la bonne profondeur de stabilisation pour réaliser votre palier. Si vous redescendez en dessous de cette valeur de 50 cm autour du palier, il vous indique que vous devez remonter, ou si vous passez au-dessus de 2,50 m, que vous devez redescendre. Continuons le palier. Le temps défile. Vous arrivez à la dernière minute de palier, vous la réalisez. Ça y est, vous arrivez sur un temps hors deck. Donc, vous pouvez réaliser la sortie avec vos plongeurs virtuels. Les deux ayant fait leur décompression hors deck pour le plongeur numéro 2. Vous sortez et qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît le temps de surface. Voilà, 1 minute qu'ils sont en surface. Si vous faites évoluer le temps, cette valeur augmentera au fur et à mesure. L'heure réelle, 10h32, 31 minutes de plongée, plus 1 minute de surface. Et le temps de désaturation complet. Attention, ce temps est donné en heures. 8,6 signifie 8h36 minutes. Ce ne sont pas des heures et des minutes, mais bien des heures uniquement. Donc si vous voyez, faites la conversion. Au-delà de la virgule, 6 minutes par unité. Bien. Et bien voilà l'utilisation de l'ordinateur sur ce mode comparatif. Continuons. Il y a l'utilisation des manomètres et des événements associés. Les événements ayant lieu ayant un impact sur la consommation en air, ils sont mis proche du manomètre. Vous voyez que sur les manomètres, votre paramétrage est directement répercuté. La pression de démarrage, 200 bars pour le plongeur numéro 1, 195 bars pour le plongeur numéro 2. Ces valeurs sont différentes. Votre paramétrage dans la base de plongée est pris en compte instantanément. Si vous commencez la plongée, vos manomètres évoluent. C'est tout à fait normal. La consommation est directement liée à la pression ambiante. Donc, la consommation que vous avez paramétrée de vos plongeurs sera directement prise par rapport à la consommation de la personne virtuelle, multipliée évidemment par la pression ambiante, et l'air évoluera de façon très proche d'une plongée réelle. Continuons. Voilà. Vous avez décidé de paramétrer des événements. Là, le plongeur 2 en essoufflement. Cela vient du paramétrage dans la base de données. Et vous voyez que la petite icône, plongeur 2 essoufflé, s'est mis en surbrillance.
Le plongeur n'est pas essoufflé et reste bien grisé. Cet essoufflement virtuel est matérialisé par l'icône, mais aussi par la valeur de la pression de la bouteille réelle qui reste pour le plongeur et une ligne bleue qui est la pression virtuelle, la pression que le plongeur aurait eue s'il n'avait pas eu d'essoufflement. Donc vous avez cette ligne sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour démontrer à vos élèves la différence entre essoufflement, non-essoufflement et l'évolution de manière très réaliste d'un essoufflement à la profondeur à laquelle vous travaillez ici, 50 mètres. Cet essoufflement, vous pouvez le faire durer et vous voyez s'écarter la barre de consommation virtuelle s'il n'y avait pas eu d'essoufflement, consommation réelle avec l'essoufflement. Vous pouvez aussi décider de faire respirer à deux sur un embout vos plongeurs. Vous voyez que le plongeur numéro 2 n'est plus essoufflé, l'icône a disparu, elle s'est grisée à nouveau, et passé en surbrillance, l'icône respiration à deux sur une même bouteille. Cette respiration à deux sur une même bouteille est matérialisée de la même façon sur une ligne grise noire qui vous montre la pression réelle de la bouteille à l'instant et une ligne bleue, la pression qu'aurait eu le plongeur numéro 1 s'il était resté à respirer seul sur sa bouteille. Ceci évoluant au fur et à mesure que le temps passe, les deux courbes s'écartant bien évidemment. Voilà pour les manomètres. Maintenant, je vous propose de passer au graphe de saturation. Ces graphes de saturation reprennent compartiment par compartiment, du compartiment 5 minutes au compartiment 120 minutes, les courbes que vous retrouvez par exemple sur les tables MN90, donc le C5, C7, C10 jusqu'à C100, C120, 12 compartiments en tout. Vous retrouvez la saturation instantanée de vos compartiments. Ici, nous sommes en surface 0,8, c'est tout à fait normal. Nous sommes saturés à l'air à pression ambiante avec 0,79 et un peu plus d'azote, arrondi à l'affichage à 0,80, non pas dans les calculs où nous sommes sur la valeur réelle. Vous avez une ligne bleue qui représente la barre de saturation à la pression ambiante. Là, comme nous sommes à la surface, c'est pareil, nous sommes toujours à 0,8. Nous allons voir qu'elle évolue au fur et à mesure de la pression ambiante. Vous avez en surbrillance type stabilo le compartiment directeur qui dépend de la saturation du compartiment et de sa position par rapport à la sursaturation critique associée à ce compartiment. Sursaturation critique qui est différente. Compartiment en compartiment, le C5 n'a pas le même coefficient de sursaturation critique que tous ces autres compartiments, ainsi de suite, jusqu'au C120. Chaque compartiment a un coefficient de sursaturation critique unique. Coefficient de sursaturation critique qui est matérialisé par une première ligne pointillée qui représente le dépassement de la sursaturation critique si le compartiment qui dépasse ce pointillé devait retourner à la surface, donc l'obligation de réaliser un palier à 3 mètres. Je ne peux pas retourner à la surface si cette ligne pointillée est dépassée. La ligne des 6 mètres au-dessus en pointillé, la ligne des 9 mètres au-dessus en pointillé. Je ne peux pas retourner à 6 mètres sans avoir fait mon palier 9 mètres, etc. 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres. Le plongeur numéro 2 a exactement les mêmes informations. Faisons évoluer. Vous voyez qu'aussitôt que la pression ambiante évolue, la barre de saturation à pression ambiante évolue. Vous remarquerez que le bar graphe est limité à 4,5, donc cette barre à pression ambiante va disparaître à partir du moment où vous arrivez à environ 5 atmosphères, un petit peu moins, 4,5, et il va passer au-dessus de cette limite de 4,5 et disparaîtra. Pourquoi? Parce que les compartiments qui vont saturer au-delà de 4,5 bars de tension sur un compartiment, ce sont des cas de figure extrêmement rares, et donc nous avons décidé de limiter le graphique à 4,5. Continuons. Vous voyez que
Au fur et à mesure, les compartiments évoluent et affichent la valeur instantanée à la pression ambiante, à la profondeur où se trouve le plongeur, mais surtout en ayant enregistré le profil qu'il a réalisé en amont. Vous avez vu que le compartiment directeur a évolué et est passé par exemple ici du C120 au C5 et que la barre de saturation à pression ambiante, eh bien à 43,4 mètres, donc je vous dis vers 45 mètres, elle disparaîtra, eh bien, et presque en haut du graphique. Si nous continuons à faire évoluer la plongée, vous voyez que les compartiments qui se chargent le plus vite se rapprochent de la limite des 3 mètres, obligeant le plongeur à faire un stop à 3 mètres avant de rejoindre la surface. Voici ce qu'il se passe. Dès qu'apparaît le palier, mais sur l'ordinateur, vous le voyez apparaître, palier 3 mètres, et ici, vous voyez apparaître la charge d'azote du compartiment ou des compartiments concernés, matérialisée par la couleur différente sur le bar graphe du compartiment. Si je fais évoluer ma plongée, je vois que chaque compartiment qui dépasse la ligne interdisant de retourner en surface de manière instantanée matérialise cette valeur au moment du franchissement de la ligne pointillée des 3 mètres. Très bien. Et bien voilà, vous voyez comment utiliser ces barres graphes de saturation, leur évolution. Évidemment, là, nous sommes en saturation. Si nous faisons un petit peu évoluer nos plongeurs, vous voyez ici par exemple que vous êtes en sous-saturation. La barre de pression ambiante s'est positionnée à un petit peu plus d'un bar et chacun des compartiments est en train d'essayer de la rejoindre, donc ils sont tous en état de sursaturation. Compartiment directeur évolue aussi au cours de la désaturation, évidemment, pour retendre vers le C120. Et bien voilà pour la partie utilisation des barres graphes de saturation. Que me reste-t-il à vous présenter? Eh bien, si nous dépassons la sortie de la plongée, vous pouvez utiliser le mode planification qui vous permet de planifier la plongée suivante pour le plongeur numéro 1. Vous avez votre intervalle de surface qui apparaît sur l'ordinateur et vous pouvez, mètre par mètre, faire avancer votre outil de planification. 99 sans limite de décompression. Et puis, dès que vous allez atteindre une valeur que l'ordinateur définira comme un temps au bout duquel la décompression sera obligatoire, eh bien, vous verrez apparaître et évoluer évidemment en fonction de la profondeur où vous souhaiterez faire votre deuxième plongée. Voici le mode planification. Associé à ça, il y a de nombreuses fonctionnalités. Nous aurons des modules complémentaires pour rentrer dans la partie consommation qui est vraiment spécifique ou pour aller plus loin sur les événements en cours de plongée, ainsi que d'autres tutos sur l'ensemble des fonctionnalités d'Iplouf. C'est très large. Tout ne tiendrait pas sur cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'enseignement en mode comparatif et à bientôt sur un autre tuto.